Hey, bienvenue dans le trio économique. Sans Vincent Gelozo qui nous écrit lundi pour nous dire Hey les amis, on parle de quoi mercredi? Et évidemment, on lui dit Vincent, mercredi, c'est notre ami Pierre Desrochers qui est là. Et Vincent de nous répondre Ah, c'est cool. Hey, by the way, j'ai oublié, j'avais un vol, je peux pas être là. Il cherchait un sujet pour un podcast qui ne pouvait pas être là. C'est Vincent. C'est beau de se sentir apprécié. Oui, merci Vincent. Puis en plus, je ne sais pas ce qu'il allait faire parce que de ce que je comprends, il était au Québec. Parce qu'il nous a dit chez un vol, je vais revenir de Montréal. Je dis OK, mais tu nous as jamais dit que tu venais à Montréal. Que tu venais à Montréal. T'sais, on aurait pu. Surtout qu'on était presque à Montréal en fin de semaine. Exactement. Puis là, de ce que j'ai compris, on ne sait toujours pas ce qu'il faisait à Montréal, sauf qu'il est en train d'intimider une libraire. C'est ça qu'il nous a dit dans une conversation privée. Donc, il feuilletait des livres dans une librairie pour enfants. Puis, il a décidé de dire à la libraire que ça n'avait pas d'allure ce qu'elle mettait dans ses étages. Fait que c'est tout ce qu'on sait. Il pourra nous rectifier et faire la vérification des faits lors du prochain épisode. Mais c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, Pierre, on va parler parce que là, il y a comme un nouveau thème à la mode maintenant. En fait, c'est très stratégique là, de la part de plusieurs intervenants dans certains milieux. C'est que maintenant, plutôt que d'utiliser les vrais mots, ils utilisent des mots maintenant comme souplesse, flexibilité. Là, tu te dis, bon, mais c'est quoi cette affaire-là? En gros, c'est tes droits, je les prends, je les mets dans une poubelle, puis j'appelle ça de la flexibilité. C'est un peu ça. Et là, il y a un mot à la mode, c'est que, dans le fond, pour dire qu'on va faire des logements sociaux, ils se sont rendus compte que logements sociaux, ça n'avait pas l'air à marcher tant que ça. Puis, tu sais, là, tu dis, j'appelle ça comment? Logement nationalisé, ça sonne pas super bien non plus. Un peu soviétique. Ça fait un peu soviétique. Ouais, c'est ça. Le subventionné, c'est pas bon non plus. Donc là, comme pour qu'on sache pas trop de quoi qu'on parle, ils disent maintenant des logements hors marché. Wow. Donc, la mairesse de Montréal parle beaucoup de ça. Il faut augmenter la part des logements, de l'habitation, finalement, qui soit dans le logement hors marché, donc qui appartiennent pas, finalement, à des propriétaires ou des particuliers qui louent ça à leur beau-frère ou leur belle-sœur. Ça doit être des logements hors marché. Puis là, tu me dis, on pourrait parler de ça parce que... on peut-tu parler de logements hors qualité aussi? Non, on va y venir. Ouais, c'est ça. Wait, there's more. Moi, là, c'est ça. Le problème que j'ai avec les productions Yann et Frank, c'est quand tu vas... En fait, c'est Vincent. Là. On va le dire, c'est Vincent qui a voulu que je parle d'HLM au début. Et moi, ensuite, j'ai découvert le logement hors marché. Je me suis dit, bon, c'est-tu plus ou moins que le logement social? Donc, à cause de vous, je me sens, parce que je veux dire, je ne suis pas Pierre Martin ou Charles-Philippe David, je vais quand même ajouter de la plus-value là, quand je prends les médias. Fait que j'ai fait ma recherche, j'ai lu la presse, j'ai lu le Devoir, j'ai lu vous allez voir, là, il y a une image, c'est quoi? C'est le commissaire aux droits de la personne ou quelque chose. Puis je me suis rendu compte en écoutant la mairesse de Longueuil c'est juste les HLM qui rentrent là-dedans. Là. C'est pas d'autres formats. Mais si on commence, là, vous allez voir. Donc, je m'excuse encore à l'avance auprès des auditeurs. S'il vous plaît, n'en veuillez pas à Frank. Là. Je lui avais promis de faire un effort cette fois-ci, mais il y a encore 55 images. Alors, le dernier, c'était 90 quand même. Ouais, c'est ça, quand je fais un effort. C'est ça, c'est bien parce que moi, j'avais dit aux gens, Pierre va arriver avec son PDF de 120 pages, puis il y en a juste 50. 55, tu vois. Moi, je trouve qu'on est quand même dans une grosse amélioration. Donc, c'est ça. Ça s'intitule Libre marché et logement. Parce que je me suis dit, avant de parler du logement hors marché, il faudrait peut-être parler du logement dans le marché. Et il y a deux choses que je voulais établir parce que vous allez voir quand on va arriver aux autres images. Oui, c'est ça. Ben, vous allez voir. Il y a une raison pour laquelle c'est là. Puis, c'est plus profond que vous pouvez peut-être penser. Mais l'idée au début, c'est ça. C'est que moi, j'ai commencé à faire mes recherches sur le logement hors marché. Puis, je me suis dit, bon. Vous faites vos recherches, M. Desrochers. Êtes-vous complotiste? Ah, tout à fait complotiste. Et là, j'ai découvert que le logement hors marché, c'est un logement qui n'est pas soumis à la loi de l'offre et de la demande. Mais le concept que je n'ai jamais vu, c'est le droit de propriété. Alors, ce que je me suis dit au début, bon, comment fonctionne le logement dans le libre marché et comment on en vient à fournir des logements aux gens qui ont moins de revenus? Et l'exemple que j'utilise toujours dans mes cours, c'est comme le marché de l'automobile. Bon, le marché de l'automobile n'est pas nationalisé. Si tu es un étudiant qui n'a pas trop d'argent, tu peux quand même, en tout cas avant COVID, tu peux quand même t'acheter une voiture pour quelques milliers de dollars. Mais c'est une voiture neuve? Non.
Fait que je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu peut-être 7 ou 8 autos dans ma vie. Il y en a 2 que j'ai achetées neuves. Toutes les autres, je les ai achetées usagées et j'ai payé beaucoup moins cher pour mes autos que quand elles étaient mises sur le marché pour la première fois. Donc, dans le libre marché, ben, c'est comme ça qu'on fournit du logement aux gens à plus faible revenu. Ce sont des logements qui ont un peu d'âge. On construit des nouveaux logements. Les gens avec un peu plus de moyens, montent l'échelle du logement. Et vous vous retrouvez avec des bâtisses comme ce que vous voyez ici, là, ça s'appelle The Maple Woods à Mississauga. Moi, j'ai vécu là 6 ans au début des années 2000. Ça a été construit dans les années 70. C'est le genre d'endroit où j'ai pas été sur le balcon une fois en 6 ans parce que j'étais pas trop confiant de la place. Mais tu vois, c'est le genre de bâtisse qui a été construit à une époque, le dernier boom, dans le fond, de logements immobiliers sur le marché privé en Ontario. Ça a été construit vite, c'est solide, c'est en acier. C'est peut-être pas beau, mais ma vue était très belle. J'avais une vue du lac Ontario, puis une vue du centre-ville de Toronto à partir de ça. Donc, ce que je voulais souligner au début, c'est que le marché va fournir un logement de qualité adéquate aux gens qui ont moins de revenus. Ça ne sera peut-être pas aussi beau, mais c'est comme le marché de l'immobilier, il faut que vous compreniez que c'est comme le marché de l'automobile. Et la notion de droit de propriété est importante parce que justement, ça permet beaucoup de flexibilité dans le marché. Bon, un problème qu'on a à Toronto, on a beaucoup de tours à bureaux qui sont plus ou moins occupés, mais j'ai des collègues, évidemment, des urbanistes au centre-ville, qui insistent pour qu'on ne change pas la réglementation, qu'on ne convertisse pas ces tours à bureaux-là en logement, parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Nous, les urbanistes, c'est important d'une vision à long terme, contrairement aux... Attends un peu, là. Tu es en train de dire qu'il y a une pénurie de logements à Toronto. Avec le télétravail, il y a une tonne d'édifices commerciaux qui ont des locaux complètement vides, désertés, non. Et j'ai des collègues qui s'opposent à la conversion. Et ce que je voulais, je m'excuse si je reviens toujours sur Tokyo, mais... juste dire... ça marche pas, ça. Mais juste dire, à Montréal, il y a eu la même chose. Hein, il y a des gens qui ont proposé cette idée-là de dire... Parce que la mairesse disait, ouais, là, c'est difficile au centre-ville, plusieurs endroits, des bâtiments qui étaient soit des bâtiments municipaux, provinciaux, même fédéraux, ben, sont désertés depuis le télétravail, tout ça. Donc là, il y a des gens qui disaient qu'on pourrait reconvertir ça, que ce soit privé ou public, dans des tours d'habitation. Et là, évidemment, là, les gardiens du donjon sont sortis pour dire que c'était impossible, ça se faisait pas. Moi, ça me fait rire, ce genre d'argument-là. C'est impossible. Je veux dire, il y a plein d'entrepreneurs qui achètent des maisons. Même à Lévis, on voit ça beaucoup. C'est une vieille maison. Les gens font, mettons, un petit restaurant là-dedans, rentrent une cuisine industrielle, des fours, tout ça. Je pense que si tu peux reconvertir une maison en restaurant, d'après moi, tu peux reconvertir un immeuble. Ben oui. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. La plomberie, souvent, est déjà là. Peut-être que ça... Ils vont vous dire parce que les fenêtres et la qualité de vie. Puis, moi, j'en reviens toujours à l'exemple de Tokyo. Quand la bulle immobilière a éclaté à Tokyo au début des années 90, c'est la première chose que les entrepreneurs ont fait. Ils s'étaient construits beaucoup trop de tours à bureaux. Ils les ont convertis en logements sans aucun problème. Puis, ça a déjà été fait ailleurs. Ben oui. Oui, c'est ça. Voilà. Mais je pense que si tu demandes à quelqu'un, tu as le choix en tête dans la rue. Puis avoir un appartement qui n'a peut-être pas été à la base conçu pour ça. Peut-être certaines pièces sont des dimensions non standards pour un appartement. Je pense qu'ils vont prendre l'appartement non standard. Je pense que tout le monde va faire ce choix-là. Donc, c'est ça. Alors, je voulais mentionner ça. Ce qu'on appelait dans mon temps l'effet de percolation, on dirait qu'on n'utilise plus ce terme-là aujourd'hui. Puis, la conversion des immeubles. Le droit de propriété, évidemment, peux-tu te débarrasser d'un mauvais locataire et tout. Là. Enfin, vos auditeurs savent tout ça. Là, mais... C'est normal, c'est parce que les percolateurs, c'est du café pour les vieilles personnes. Ça, là. Les jeunes ne savent pas c'est quoi. Là. OK, d'accord. Image suivante. Donc, Parfait. Fait que ça, donc, c'est juste pour dire, j'ai cherché le logement hors marché au Québec, j'ai pas trouvé grand-chose, mais ça vient du Luxembourg et ça vous dit toutes les formes de logement hors marché auxquelles on peut penser. Bon, le logement étudiant, c'est résidence étudiante ici à côté de mon bureau. C'est pas très domien comme analyse quand même d'aller regarder ce qui se fait à l'extérieur du pays. Désolé. Okay. Mais tout ça pour dire qu'il y a toute une catégorie, il y a toute une différence en termes... Ouais. Il y a différentes catégories de logements hors marché, mais encore une fois, j'essayais de comprendre, puis
encore une fois, les productions Yann et Frank ne me payent pas assez pour que je passe des heures à lire la presse puis le devoir. Donc, j'en suis venu à la conclusion, l'image suivante, que vraiment, ce dont ils veulent, c'est des on attend le chèque des pétrolières d'Israël. Ouais, dépêchez-vous. Aussitôt qu'on encaisse, c'était aussitôt que le Canada a fini sa grève, là, c'est ça. Exact. C'est ça, c'est à cause de Post Canada, le chèque signé par le Mossad n'est pas arrivé encore. Donc, c'est ça. Mais dans le logement, par exemple, privé ou hors marché, c'est un affaire qui me passe par la tête, c'est que, mettons que tu as il y a ça de plus en plus au Québec, c'est que mettons les entrepreneurs qui font affaire avec de la main-d'œuvre étrangère, c'est tellement compliqué, des fois, de trouver un logement. Puis c'est quelqu'un dans ma famille même qui a fait ça, c'est que des fois, il achète un bloc et ce bloc-là, il sert à loger le travailleur. Techniquement, c'est un logement qui est hors marché d'une certaine manière, mais il est privé. Fait que je sais pas comment trop ça rentre dans leur affaire, parce qu'eux, ils ont l'air à dire c'est soit géré par l'État ou une coopérative ou des méchants privés qui font de la spéculation. Mais en ce moment, c'est ça que tu vois même ça avec des maisons, même dans la région de Québec. J'avais visité une propriété à vendre à un moment donné, puis pendant des années, c'était un gars qui avait acheté ça pour loger des travailleurs dedans. Fait que c'est ça veut pas dire que c'est hors marché, que c'est pas privé, en tout cas. Non, c'est ça. Puis tu avais... écoutez, je ne vous raconterai pas l'histoire des HLM. Au début du 20e siècle, la première formule que tu as vraiment avant que les HLM achetés par l'État, gérés par l'État, soient une réalité, tu avais des investisseurs privés, mais plutôt des organismes de charité qui ont essayé de faire du HLM. Ça n'a pas vraiment marché. C'est pour ça que la formule, quand on pense à HLM, la formule est apparue un peu plus tard parce que, bon, en tout cas, mais je m'excuse, je ne voulais pas le filarder là-dedans. Sauf que, bon, ça, c'est une image que je vous ai déjà montrée, mais c'est juste qu'encore une fois, on a tendance à oublier dans les débats, il me semble, surtout au Québec, il y a bien d'autres facteurs qui affectent le logement. Donc, c'était juste pour rappeler la réglementation, l'impossibilité de développer, puis tout ça. Le cri des HLM étant toujours que le logement est trop cher, c'est la faute du marché, évidemment, mais on a eu d'autres podcasts dans le passé, s'il y a des gens qui les ont pas vus, on explique plus en détail la ceinture verte, les histoires de zonage et toutes les façons dont l'État nuit au développement du marché, du logement abordable dans le marché privé. Quelle est la différence entre le vert et le rouge sur le graphique qu'on voit, puisqu'il y a des gens qui sont juste à l'audio? D'accord. Bon, alors, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a un indicateur qui a été développé pour le niveau de contrôle que l'État exerce sur le développement des terrains? Et la juridiction au monde où tu as paradoxalement le moins de marché privé puis le plus d'intervention de l'État, c'est Hong Kong. Ils ne te laissent pas développer. Tu as du marché privé partout à Hong Kong, sauf le marché historiquement du territoire, du terrain qui est demeuré sous le contrôle de l'État. Et ils ont souvent empêché dans le passé la construction de logements. Tu peux construire aussi haut que tu veux, mais construire horizontalement, ça a été plus difficile. Donc, le rouge, ce sont les juridictions les plus réglementées. Ce que vous avez sur l'autre axe, c'est le prix du logement. Le vert, ce sont les juridictions les moins réglementées. Donc, tu n'as pas de ceinture verte, tu peux construire en banlieue, tu n'as pas de problème au niveau du territoire agricole. Et je vois comme une tendance ici, là. Ben voilà, peux-tu l'expliquer, Yann? Où est le vert, où est le rouge? Hey, alors, les verts sont pas chers, les rouges sont full chers. Ouais. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas souvent. Construire une maison à Toronto, c'est pas tellement plus cher qu'à Winnipeg. Ça l'est un peu plus, là, parce qu'il y a de la main-d'œuvre et tout. Mais la différence vraiment entre le prix d'une maison identique à Toronto et à Winnipeg, c'est le prix du terrain. C'est pas tant le reste. Oui, c'est ça. Parce que le reste, comme tu dis, la main-d'œuvre peut coûter un peu plus cher, le transport, ce genre de choses-là, mais c'est juste une fraction des coûts. Là. Exactement. La vraie différence entre, même Toronto, au Québec, avec la réglementation, je ne le sais pas, là, mais c'est vraiment c'est le coût du terrain qui fait la différence. Et plus c'est difficile de construire, plus tu as des ceintures vertes ou d'autres mesures de zonage, plus le loyer est élevé. Donc, c'était juste un rappel là, avant qu'on rentre dans les pages où tu as les... la mise en bouche. Voilà, la mise en bouche, voilà. Alors, encore une fois, je m'excuse, les productions Yann et Frank m'ont lancé dans un trou noir. Et donc, j'ai lu des textes de Nathalie Collard, Marie-Ève Martel, le bureau du défenseur fédéral du logement. Il faut que je vous apprécie, les gars. Là, je veux dire. Non, mais il faut que je t'envoie un cadeau de Noël. Là, franchement, ça n'a pas de bon sens. Ouais, en plus, tout ça nous coûte en plus des frais en support psychologique. Là. Exactement. Alors, le bureau du défenseur fédéral du logement, ils ne m'ont pas parlé, mais ça a l'air qu'ils sont allés parler à du monde. Et ce que nous avons entendu, les logements hors marché comme solution à la crise du logement.
Et bon, on peut passer à l'image suivante. Là. Il y a toujours bien des limites à me soumettre à ça. Là. Je sais que c'est moi qui ai créé Bon. Alors, voilà. Alors, donc, moi, vraiment, j'ai essayé de comprendre et j'ai découvert une couple de trucs que je ne connaissais pas, dont notamment l'Observatoire des tout-petits. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est ça, l'Observatoire des tout-petits? Ben, c'est la Fondation Chagnon. Vous autres, vous êtes trop jeunes pour avoir connu Vidéotron à Montréal, je pense. Là. Fait que c'est un autre exemple. Là. Je ne veux pas dire du mal, mais le modèle québécois est très bon à créer des riches plutôt que de la richesse. Là. Fait que la famille Chagnon qui avait Vidéotron à l'époque s'en est très bien sorti quand ils ont vendu à la Caisse de dépôt puis d'autres. Fait qu'ils ont créé une fondation. La famille Chagnon, désolé si vous avez des auditeurs de la famille Chagnon, mais ils ont toujours été un peu New Age. Ils sont propriétaires du Commensal, là, qui a été longtemps le principal restaurant végétarien à Montréal. Puis je pense qu'ils ont même une chaire subventionnée à l'Université Laval sur les médecines alternatives puis tout. Là. Ça a l'air que tu peux étudier médecine alternative à Laval tant que tu ne dis pas du mal de COVID. Là. En tout cas, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais donc, ils ont créé quelque chose qui s'appelle l'Observatoire des tout-petits. Ils ont un économiste du nom de Geoffroy Boucher qui nous dit que d'investir dans le logement à but non lucratif, une stratégie prometteuse pour les tout-petits. Mais bon, évidemment, ça fait des décennies au Québec que vous avez toutes sortes d'organisations, de militants subventionnés qui font la promotion du logement hors marché, donc c'est pas nouveau. Donc, ce que vous avez à droite en bas, c'est le regroupement pour le gel des loyers de 1979. Ça, c'est un groupe marxiste là, qui s'est investi dans le logement à l'époque. Ça a l'air qu'il est encore plus radical que le Frappru, là, donc vous voyez. Mais le raisonnement qu'il y a en arrière de ça, est-ce que c'est un peu toujours le même que ce qu'on jasait avec quand on a fait l'entrevue avec Marcel Boyer. Puis j'écoutais un podcaster la semaine passée sur YouTube qui parlait là, du système de santé américain. Puis le gars n'est pas spécifiquement quelqu'un de gauche, en fait, pas du tout. Puis à un moment donné, il disait... un petit... Je m'excuse, oui. Il n'y a pas de problème. Donc, à un moment donné, il se dit « Ouais, mais ça me paraît évident que s'il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre un profit dans la transaction, ben ça va coûter moins cher si c'est une assurance publique, tout ça. » Fait que j'ai l'impression que c'est tout le temps... C'est toujours ça. C'est juste ça qui se cache derrière. C'est l'espèce d'idée que, ben comme il n'y a pas un propriétaire qui veut faire de l'argent, par définition, ça va être moins cher, ça va être mieux. Alors que c'est un peu une mécompréhension, comme disait Marcel, de la notion de profit. C'est-à-dire qu'il y a un profit dans le sens que quelqu'un fait de l'argent, mais quand c'est géré par l'État ou un programme administré par l'État, avec des gens qui sont payés très cher, avec une espèce de structure, c'est une forme de profit, c'est juste que ça ne porte pas ce nom-là, finalement. Exactement. On va y venir, j'ai une image là-dessus. Mais l'Observatoire des tout-petits, c'est une usine à créer des enfants de gauche. Hein? C'est quand même... J'aime beaucoup l'article, la coparentalité solidaire, clé d'une paternité épanouie. C'est bol. Bon, okay, non, là, ça va, ouais. Ça sera un sujet que vous pourrez aborder dans le prochain podcast. Là. Je veux pas placer. Non. Prochaine image. Oui, prochaine image, s'il te plaît. Bon, c'est justement ce que tu disais. Tu vois, moi, j'ai des collègues qui étudient le logement social depuis des décennies. Puis, eux, justement, c'est non seulement ce que tu décris, mais ils ont l'impression qu'il ne se passerait rien dans le marché si ce n'était pas des programmes de subvention du gouvernement. Fait que si tu demandes, par exemple, il y a une prof de l'Université d'Ottawa qui a publié récemment un bouquin sur l'histoire des politiques de l'habitation au Canada, puis je l'écoutais en entrevue à TV Ontario, puis elle, c'est ça. Le gouvernement a créé ce programme-là, puis là, il y a eu des problèmes. Fait que le gouvernement a créé un autre programme, puis là, il y a des problèmes, puis là, le gouvernement a créé un autre programme, puis ils n'ont aucune notion du fonctionnement du marché. Donc, tout ce que je voulais voir ici, tout ce que je voulais montrer à vos auditeurs, c'est que justement, comment expliquer la crise aujourd'hui? Et l'explication de mes collègues et de cette dame-là, c'est toujours, le gouvernement finançait beaucoup d'HLM dans les années 70, soit dans les années 60-70, le marché allait mieux, le gouvernement a arrêté de subventionner la construction de nouveaux HLM dans les années 90. C'est même pas les conservateurs. Les conservateurs ont voulu passer la hache. Finalement, c'est Jean Chrétien et Paul Martin qui ont arrêté de subventionner les nouveaux HLM. Et puis aujourd'hui, si on a une crise, c'est à cause des coupures du fédéral dans les HLM dans les années 90. OK. Puis le nombre n'intervient jamais dans la réflexion, dans le principe que, mettons, la population augmente plus vite que le nombre d'unités disponibles. Ce savant calcul très complexe que je viens d'émettre, ça, c'est pas pris en cause par des universitaires
qui ont une puissance intellectuelle largement. Non, parce qu'on sait tous que le secteur privé, tu ne fais pas d'argent en vendant aux pauvres, donc ils ne construiront pas pour les pauvres. Ils ont comme oublié l'effet de percolation qui est, historiquement, le géographe économique dans un département d'urbanisme, une de ses jobs, c'est d'expliquer l'effet de percolation, mais ouais, je fais partie d'une espèce en voie de disparition. Peut-être juste pour préciser aux auditeurs, on ne l'appelait pas ça de même, mais je pense que maintenant, quand on en a parlé, Yann t'appelait ça l'effet de déplacement. Okay. C'est l'idée que lorsque tu construis plus, ben, des gens qui vivaient dans des plus vieux logements qui coûtent moins cher se déplacent vers des unités de plus de qualité qui viennent d'être construites, ce qui libère une place pour quelqu'un qui est, donc, il n'y a pas... il y a un terme exact qui est utilisé souvent, je vais essayer de vous le trouver. Oui, je sais, je suis un dinosaure, là, moi, déjà, quand je... C'est ça, c'est juste pour dire qu'on a parlé de ça, mais dans d'autres mots. Voilà, exactement, mais c'est juste encore une fois... Puis je ne sais pas si ça fonctionne, mais c'est comme le marché de l'automobile. Quand tu es jeune et tu n'as pas d'argent, ben, tu t'achètes une voiture usagée. C'est comme ça que le marché t'en fournit une. Bon, François Saillant, peut-être pour la partie Patreon, je pourrais vous raconter quelques anecdotes à un moment donné, mais bon, Saillant, je ne sais pas si les gens de votre génération le connaissent. C'est un militant communiste, là, genre en lutte dans les années 70. Il s'est recyclé dans le logement avec le FRAPRU, donc le Front populaire en réaménagement urbain à la fin des années 70. Puis ce qui est intéressant, c'est que le FRAPRU a été créé parce que Parizeau, Jacques Parizeau, j'espère que les gens de votre âge le connaissent, ministre des Finances à l'époque, voulait mettre la hache dans le budget des HLM. Fait que le terme que tu cherchais, Pierre, c'est la gentrification. Non, c'est pas ça. Gentrification, c'est plus que tu achètes des vieux immeubles, puis tu les remets à jour, puis tu les vends cher. Tandis que moi, ce que je décris, c'est que tu construis de nouveaux immeubles et les gens qui occupaient les vieux immeubles qui sont peut-être pas... en tout cas, la gentrification désigne un processus par lequel les personnes à revenus élevés s'installent dans des quartiers auparavant habités par des populations à faible revenu. Oui. Le processus entraîne une transformation du quartier sur plusieurs plans. Oui, mais c'est pas exactement. Mais je pense que Vincent vous a fait un podcast. La gentrification, c'est un autre débat. C'est pas dans mes images aujourd'hui, mais c'est pas exactement la même chose. Mais on va y venir parce que j'ai une image, en fait, où je peux vous parler de gentrification. Fait que tout ça pour dire que Saillant, lui, bon, maintenant, OK, ben je vais vous raconter une histoire. Là. Il y a des airs de Jean-Luc Mélenchon, un peu. Ouais, j'ai pas été fin, mais moi, j'ai pris l'image qu'il y avait dans Le Devoir. Là. À un moment donné, je lis un article. Il vient de sortir son livre. Je vais pas en lire deux, là, quand même. Fait que, désolé, François, si t'écoutes, là, mais écoute, c'est pas de ma faute. C'est Le Devoir qui a publié ça. Puis j'ai des photos aussi où j'ai l'air un peu plus bête. Là. Mais donc, lui, c'est ça, sa déclaration quand il parle de son bouquin, de ses luttes pour le logement pendant des années pour les HLM. En 2021, le FRAPRU évalué à 80 000 le nombre de logements sociaux qui se seraient réalisés dans la province si Ottawa avait conservé les mêmes objectifs qu'à la fin des années 80. Puis il faut que ce que vous compreniez de Saillant, et puis il est très explicite là-dessus, lui, son but dans la vie, c'est de protéger un nombre grandissant de Québécois du capitalisme. Et comment tu fais ça? Ben, tu construis de plus en plus d'HLM, parce que quand tu mets les gens dans les HLM, ils sont protégés des offres du capitalisme. Puis Saillant aussi, ça a été un des fondateurs de Québec solidaire, là, pas un des deux que tu voyais en avant. Là, mais la mentalité est la même, il n'a pas changé. Je veux dire, j'ai même fait l'effort, je ne sais pas, je devrais vous dire ça, là, une entrevue de François Saillant avec Jean-Luc Ferrandez, là, je vais stopper 20 minutes, là, c'est ça. Donc lui, c'est toujours ça, il veut toujours protéger les Québécois du marché en s'assurant qu'une proportion grandissante vit dans des HLM. Il me semble que ce n'est pas un objectif de vie, vivre dans un HLM. Je veux dire, je comprends que c'est nécessaire pour certains, puis que on peut le voir même comme une étape à passer dans une vie, mais il me semble, je sais pas, je parle à mes gars, puis ils me disent, moi, plus tard, j'aimerais ça vivre dans un logement abordable. Il me semble que ça ne vient pas sur le sujet de conversation. Ah, mais c'est parce que comment, tu crois à la hiérarchie, toi, dans la société. Tu penses que les gens qui travaillent plus fort devraient bénéficier du fruit de leur travail, alors qu'on devrait tous avoir le même résultat et tous misérables. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui arrive quand tu élèves tes enfants dans le pétromasculinisme. Exactement. Donc, image suivante. Image suivante. Bon, le logement marché, rhétorique et résultat. C'est l'image suivante, s'il te plaît. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent historiquement? Ben, si tu laisses le libre marché opérer, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir des taudis comme tu en avais à la fin du 19e siècle. Donc, ce que vous avez en haut à gauche, Paris, la rue Champlain des années 1870. C'était beau. C'était beau, mais ce qu'il faut que tu comprennes, Paris, à l'époque, ils démolissent beaucoup. Donc, si vous avez été à Paris, vous voyez une uniformité
dans l'habitation, c'est parce que, bon, notamment après les troubles de 1848, Napoléon III devient genre dictateur, fait que ils ont comme démoli des quartiers entiers, mais entre-temps, bon, les gens se logeaient comme ils pouvaient, là. Puis, Kensington en 1860 à Londres, New York environ en 1900. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que là, c'est sûr que c'est de la poverty porn ici, là. Donc, évidemment, les photographes ont essayé de trouver les pires choses qu'ils pouvaient photographier à l'époque, mais je voulais juste dire deux choses. D'abord, c'est une image, c'est pas un film. Et ce que tu observes historiquement dans les villes des économies développées, enfin, quand les économies fonctionnent, c'est que oui, il y a des gens qui peuvent vivre dans des conditions difficiles pendant quelques années, mais ils ne restent pas. Toutes les études que tu as à New York à la fin du 19e siècle, Chicago, les gens arrivent, mettons, d'Europe de l'Est, l'ont rough pendant 2-3 ans, se trouvent des jobs stables, puis éventuellement bougent dans d'autres quartiers. Donc, même dans ces quartiers-là, historiquement, dans le passé, l'avantage que tu avais, c'est que des gens qui arrivaient, qui n'avaient pas une scène, restaient là 2-3 ans, le temps d'accumuler un peu de capital, puis se déplaçaient ensuite dans les meilleurs quartiers. Il y avait accès à du travail quand même dans les plus beaux quartiers, pas si loin que ça, dans le fond. Oui, ou sinon, à Chicago, ce que tu avais, c'était les grandes usines d'abattage. C'était un travail rough, mais qui payait quand même assez bien, même si tu ne parlais pas anglais. Là. Fait qu'ils arrivaient au début, ils vivaient dans les pires quartiers de la ville, mais après 2-3 ans, où tu peux mettre un peu d'argent de côté. Un peu comme Rocky qui se bat contre des quartiers de viande, dans le fond. Ben, OK, si un jour vous voulez l'histoire, parce que Rocky, c'est arrivé au moment... Rocky, c'est à peu près les dernières années où tu déplaces les gros quartiers de viande, parce qu'après ça, l'idée de les couper en plus petits morceaux à l'usine d'abattage est arrivée. Mais moi, je voulais juste vous donner une anecdote ici, puis je lui ai demandé la permission, ma femme, que vous connaissez. Bon, ses parents se poussent d'Europe au début des années 80, d'Europe de l'Est, de Pologne. Éventuellement, arrivent à Toronto, puis évidemment, ont 2 valises, pas d'argent. Fait que pendant 4 ans, eux, ils ont vécu dans une ancienne maison qui avait été convertie en maison de chambre. Donc, ma future femme, ses parents, genre 2 petites chambres, une cuisinette. Puis pendant 4 ans, ils partageaient la toilette puis les douches avec d'autres personnes là, qui vivaient dans la maison de chambre. Ses parents, les 2 étaient ingénieurs, éventuellement, se sont trouvés des bons jobs. Ils sont bien corrects aujourd'hui, mais quand ils sont arrivés avec pas une scène, c'est comme ça qu'ils s'en sont sortis les 4 premières années. L'économie à Toronto roulait, c'est des gens intelligents. Donc, voilà. Ouais. Fait que tout ça pour dire que même quand vous voyez des quartiers comme ça, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que même à l'époque, les gens ne restaient pas là longtemps quand l'économie se développait, quand les gens avaient des opportunités. Mais en même temps, de vouloir avoir des standards trop élevés pour des gens qui n'ont pas une scène historiquement, c'est aussi contre-productif. En tout cas, bon, bref, l'historique du logement hors marché. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est ça, le logement subventionné, ça existe depuis des siècles et on sait ce que ça va donner. Donc, le premier que vous avez en haut à gauche, c'est le Fuggerei en Bavière. C'est le HLM qui opère depuis le plus longtemps en Europe. Jacob Fugger, si ça ne vous dit rien, c'est le patriarche de la famille la plus riche d'Europe à l'époque. Les Fugger, on estime qu'ils contrôlaient à peu près 2% de toute la richesse d'Europe à une certaine époque. C'était les banquiers des Habsbourg qui vont créer l'Empire austro-hongrois éventuellement, puis ils ont des actifs dans des mines d'argent. Fait qu'ils créent une espèce de HLM en 1516. Et pour vous dire à quel point c'est vieux, il y a un des arrière-grands-pères de Mozart qui a vécu là-dedans. Et ça continue, ça existe encore aujourd'hui. Puis ce qui est intéressant, c'est que si tu veux être au Fuggerei, il faut que tu sois un bon catholique. Ils s'attendent à ce que tu pries pour le sauvetage des âmes de la famille Fugger. Puis la famille continue à les subventionner parce qu'il y a une forêt qui leur appartient, ils obtiennent des redevances et puis ils subventionnent ce genre de HLM-là. Sauf que c'est un genre de HLM pour des pauvres méritants, entre guillemets. Donc, tu es pauvre parce que c'est pas de ta faute. Puis si tu as eu une bonne vie, puis tu as essayé d'aider le monde, puis tu en arraches à la fin, s'ils peuvent t'avoir dans le Fuggerei, ils vont t'avoir. Donc, ça marche depuis 1516. Donc, il y a des HLM. Et puis, en fait, même le Fuggerei est inspiré d'un modèle que Jacob Fugger avait vu quand il était jeune homme à Venise. Donc, mais je comprends sur ton image que c'est 7 ans d'attente pour rentrer là et en plus, tu as des tâches à accomplir. Il y a une petite forme d'esclavage pour vivre là, d'une certaine façon. Sauf que tu payes à peu près rien pour y vivre. Donc, parce que l'essentiel des dépenses de maintenance, pour ce que j'en comprends, puis Frank, tu as un lien à la fin sur un reportage de Deutsche Welle, ils vont couvrir beaucoup de dépenses de capital, d'entretien, puis tout ça. OK. En bas à gauche, Peter Lund Simmons, je le mets parce qu'on en a parlé dans mon truc sur l'économie circulaire. Donc, c'est un auteur que j'apprécie, il travaille fort toute sa vie, mais il en arrache à la fin. Puis, ce que les gens ont fait à l'époque pour l'aider, il y avait
le Charterhouse à London. Donc, c'est un ancien bâtiment catholique. Quand Henri VIII se débarrasse des catholiques, ça a été racheté par d'autres personnes. Et c'était une forme de HLM, encore une fois, pour des pauvres méritants d'un certain âge, là, pour les aider à finir leur vie. Puis, il a vécu là. Donc, ça, c'était vers 1890 environ. En haut à droite, c'est les HLM de Hong Kong. Ça, je les ai mis pour Vincent parce que je me suis dit qu'il y avait des anecdotes. Là. Ça a été une façon de l'amener dans la conversation, mais, vu qu'il est dans un avion. J'y ai jamais été, mais je présume qu'ils n'ont pas de 14e étage. Là. Pour ceux qui ne le savent pas, les Chinois, le 14e étage, c'est comme pour nous le 13e. Donc, si j'avais à faire, si j'avais à deviner quelque chose. Là, bon. Et puis, en bas à droite, c'est le zonage inclusif. Donc, l'idée aujourd'hui que les propriétaires, pour obtenir, les constructeurs de tours à condos, pour obtenir quelques étages de plus, il faut que tu convertisses quelques unités en logement social. Mais je présume que c'est la même chose. Au Québec, ça. Oui, sauf qu'ici, je présume que c'est la même chose à Montréal. Ils préfèrent payer l'amende plutôt que... Oui, le 20-20-20, dans le fond. C'est ça. Ben, exactement, oui, voilà, c'est ça. Zonage inclusif, c'est le même, ça s'appelle. Ben, il me semble juste avec le nom, je sais que c'est pas une bonne idée. Non, ben c'était Google Translate, fait que j'espère que c'est ça. Là. Non, mais c'est sûrement de même qu'ils ont appelé ça. Là. Comme je dis, la novlangue, ça lui fait plus peur pantoute. Là. Donc, je vois, prochaine... Donc, c'est ça. Voilà. Mais ce qui intéresse le monde, je présume, c'est les HLM comme on les a connus. Donc, je confirme que le zonage inclusif est effectivement utilisé notamment par CMHC, ça c'est Canada Mortgage and Housing Corporation. C'est la CHL, c'est la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Ils utilisent carrément la terminologie de zonage inclusif. Voilà. Ce qui veut dire, dans le fond, que... Ouais, et comment tu les choisis, les gens comme ces unités-là? Puis en tout cas, il y a des choses que je n'ai jamais trop compris. Fait en tout cas, ça a l'air populaire au Nouveau-Brunswick, d'ailleurs. Ah oui? Bon. Okay. Mais là, je voulais en venir au HLM tel que la plupart des gens les conçoivent parce que c'est vraiment la formule qui est apparue après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un problème que tu as dans les principales villes d'Amérique, c'est que tu as la récession des années 30, les gens n'ont pas d'argent vraiment pour entretenir leurs immeubles. Ensuite, pendant la guerre, ouais, le taux de chômage est peut-être bas, mais tu n'as pas de matériaux pour rénover tes immeubles. Fait que tu as beaucoup de bâtiments, tu as beaucoup de quartiers qui sont délabrés dans les années 1940. Fait que plutôt que de s'en remettre au marché privé, il y a beaucoup de militants de l'époque et les François Saillant de l'époque disent « Écoutez, c'est clair que le marché privé ne pourra jamais répondre à la demande, il faut que le gouvernement intervienne. » Puis on commence à faire ce qu'on va appeler plus tard des opérations de rénovation urbaine. Donc, l'idée, c'est que tu démolis des taudis négligés par le marché privé, les méchants propriétaires qui pensent juste à faire des profits, puis tu les remplaces justement par des structures qui sont peut-être pas nécessairement construites par des villes ou d'autres organismes, là, mais qui sont gérées par des fonctionnaires qui, eux, ne sont pas là pour faire du profit. Donc, le premier HLM, entre guillemets, moderne au Canada, c'est Regent Park à Toronto. Pour ceux qui connaissent la ville, c'est au nord-est du centre-ville, le sud de Cabbagetown, là, mais je présume que c'est pas vraiment votre C'est pas drabe en tout comme structure. Hein? Ben, l'idée, c'est ça, c'est que ça fait partie. D'un côté, il faut que tu fasses ça cheap, puis moi, j'ai lu des trucs à l'époque où ils disent, mais il ne faut pas qu'on les fasse trop beau parce que les gens ne voudront pas partir. Fait que c'est ça, c'est la citation ici. Là. Je l'ai cité de mémoire pour être franc. J'ai lu ça quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de la retrouver. Là. Mais assurez-vous que ce n'est pas trop agréable, sinon les gens vont rester. Et l'idée, c'est toujours, tu gardes ça simple, tu as des fonctionnaires qui sont des professionnels, qui ne sont pas là pour faire de la recherche du profit. Puis donc, économie, efficience et sécurité. Parce que l'idée, c'est que tu avais moins de bois dans les nouvelles structures que tu pouvais en avoir dans les vieux quartiers. Donc, c'était mieux contre les incendies. Ça faisait partie de la logique. Alors, Regent Park, qu'est-ce qui se passe quelques décennies plus tard? Évidemment, c'est un trou à ras, les toits coulent. C'est la gestion publique. 50 ans de bon entretien. Voilà, exactement. Fait qu'ils l'ont démoli entre 2005 et puis 2019. Là. Fait que c'est ça. Et c'était le modèle au Canada, là, géré par des professionnels. Et puis, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce que ça va l'air à faire. Tu veux passer à l'image suivante? Montréal. Bon, le logement à Montréal. Ce que vous avez à droite, c'est l'Office municipal d'habitation de Montréal. Je ne sais pas s'ils ont changé de nom. D'ailleurs, j'ai découvert que beaucoup de choses avaient changé de nom depuis quelques semaines. Là. Je voulais faire une joke au début sur on va voir tous les jeunes influenceurs qui vont à Québec et qui regardent regarde ce merveilleux immeuble. Là. Ils appellent ça le bunker ou l'autre là-bas, le complexe G. Puis, ça a l'air que vous les appelez plus comme ça maintenant. Là. Fait que, tu vois, je sens mon âge encore. Là. Ben, les gens les appellent comme ça, mais ils ont sûrement des nouveaux noms. Là, il y a des nouveaux noms.
C'est ça un peu. Là. Maintenant, même ils changent les rues de nom maintenant pour leur donner des noms un peu étranges, mais personne ne les appelle par ces rues-là. OK. Moi, tu vois, je suis même allé sur Google Maps. J'ai dit, c'est quoi cette affaire? Non, c'est le bunker. Je veux dire, en tout cas. Ouais, comme le complexe B, c'est rendu l'édifice Marie-Guyard. Bon. J'ai jamais entendu personne de ma vie appeler ça de même. OK. Bon, tu vois. OK, merci. Donc, je me sens pas si out of touch que je pouvais l'être. Peut-être nous autres aussi qui vieillis, Pierre, j'ai quand même 40 ans. Non, mais sérieusement, je pense que si tu sur le bord du chemin, tu demandes à quelqu'un comment je fais pour aller à l'édifice Marie-Guyard, personne ne sait c'est où. OK. Bon. OK. Ben, on va venir à Québec. Tu vois, j'ai fait on ne parlera pas juste de Montréal, mais je me suis dit, vous avez quand même des Et le bunker serait l'édifice Jean Talon. Bon, tu vois. Ah, ça non plus, j'avais jamais entendu ça. OK. Tu vois, moi, je vous ai appris des choses sur votre propre ville. Oui. Donc, ce que tu as à droite, c'est de dire, hey, les HLM à Montréal, ça existe depuis un moment. Donc, Office municipal d'habitation 2011, mieux loger les Montréalais, 40 ans de logement social public. C'est pour moi, le logement social public, logement en marché, donc il va en avoir. Donc, pour vous donner l'histoire rapide de Montréal, c'est que, bon, à Montréal, comme aux États-Unis, le fédéral va rendre des subventions disponibles dans l'après-guerre pour justement démolir des quartiers qui jugent insalubres, là, des taudis, et les remplacer par une espèce de style moderniste. Là, à Montréal, le gros building, ça va être l'édifice Jeanne-Mance, c'est l'image suivante, mais pas tout de suite. Mais l'idée, c'est qu'à l'époque, justement, ils produisent un rapport pour justifier ça. Et le nom qui est principalement associé à ça, c'est Paul Dauzois, qui est un conseiller à Montréal, mais qui est aussi le genre de chambre de commerce. Là, je vais vous dire pourquoi la prochaine truc. Puis il devient éventuellement le ministre des Finances de Duplessis. Donc, je ne sais pas si Vincent a quelque chose à dire sur lui, là, honnêtement. Dauzois, tout ce que je sais, c'est que c'est lui, dans le fond, qui a forcé les HLM à Montréal, puis on va y venir. Mais l'idée, c'est ça, c'est que supposément, le premier logement à Montréal, le premier HLM, c'est la place La Chine, que vous voyez en gros. Attends un peu, tu viens-tu de dire que les premiers HLM ont été forcés par Maurice Duplessis? Oui, c'est l'image suivante. Je vais vous le dire. Attends un peu, là. Je veux dire, tu vas faire capoter la gauche de Québec solidaire à dire des affaires de même. Maurice Duplessis, c'est les yaob en personne. Ben, vous allez voir. OK, je vais vous donner le punch, là. Ce qu'il propose en arrière, les habitations Jeanne-Mance, c'est comme le Tramway de Québec à Montréal des années 50. Je vais vous dire pourquoi. Ah, il a fait 2-3 élections dessus? Non, c'est. Vous allez voir, c'est mon interprétation, je vais vous dire. En tout cas, la morale de cette histoire, il y a un gros rapport qui est publié en 1954. Ça s'appelle Le projet de rénovation d'une zone d'habitat défectueux et de construction d'habitations à loyer modique. Ça va être connu sous le nom de plan Dauzois. L'image suivante. Le plan Dauzois. Dauzois pour Paul Dauzois. Donc, et c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça à l'époque de construire des gros HLM. Donc, ça, c'est Jean Drapeau en 1954. Drapeau, lui, devient maire de Montréal de 1954 à 1957. Les mandats durent 3 ans à l'époque, ils ne durent pas 4 ans. Et c'est pas lui qui a dit ça comme tel, mais c'est la plateforme de son parti, donc la Ligue d'action civique. C'est spécial pareil en 54 d'avoir encore ce petit pinch-là. Ah, ouais, tu peux croire. Hein, ouais, j'avais mais une casquette. Puis, ouais, en tout cas, j'aurais pensé que la mode était passée en 45. Là. Mais, je l'aurais rasé, moi aussi, je pense. Mais regardez l'image en bas à droite. Je ne sais pas si on aurait ça aujourd'hui, si c'est du pétro-masculinisme. Ouais. Libérons Montréal de la PEG. Et pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, là, je ne sais pas si vous voulez le décrire. Moi, je pense qu'ils ont échoué. Ouais, c'est ça. Fait que ce que le parti de Drapeau dit à l'époque, encore une fois, c'est un feuillet de son parti, là, je ne sais pas s'il l'a dit comme tel, mais l'administration municipale ne doit pas se lancer dans la construction de maisons d'habitation. La loi nationale sur l'habitation, ça c'est le fédéral qui se mêle d'habitation puis qui arrive avec des subventions vraiment importantes, est une formule subversive basée sur les faux principes des États communistes et totalitaires. La construction de maisons d'habitation doit être laissée à l'entreprise privée. Wow! Okay. Fait que là, ça, c'est Maurice Duplessis, qui est d'extrême droite, qui demande au bon, gentil Jean Drapeau de mettre des HLM. Puis de ce que je comprends, c'est que Drapeau, il dit que finalement, Maurice, c'est un communiste. C'est 12, ouais, c'est une autre histoire. L'image suivante, je vais vous dire, vous direz si mon analogie fonctionne. OK, l'image suivante. Bon, les habitations Jeanne-Mance, pour ceux qui connaissent Montréal, c'est en face du cégep du Vieux, c'est genre Ontario, Saint-Urbain. Donc, si tu lis les histoires de l'Office municipal d'habitation, je pense qu'un peu tout le monde a honte de ce développement-là. Fait qu'ils disent au début, les gens payaient le prix du marché. Mais je t'ai donné un lien à la fin sur un documentaire de l'ONF de l'époque, c'est juste 15 minutes. Puis ils disent que tu payes genre 25 de ton revenu, ce qui est typiquement la formule des HLM. Là, fait que je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas. Mais la morale de cette histoire, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire à l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Montréal,
l'administration municipale veut se débarrasser du Red Light District, là, qui est genre Saint-Laurent, Sainte-Catherine, puis tout ça. Fait que ce que tu as dans ce quartier-là, puis tu le vois bien sur le petit documentaire de l'ONF, tu as des familles là, qui vivent dans des conditions pas trop joyeuses. Ça a l'air que les prostituées sortent la nuit, puis les maisons de gambling. Ça a changé beaucoup. Hein. Fait qu'en tout cas, cette histoire, c'est que, et tu vois le documentaire de l'ONF, quand tu connais l'histoire qu'ils veulent vraiment se débarrasser du Red Light District, ils font vraiment du poverty porn, là, ils vont dans les pires logements, mais ensuite ils te montrent la démolition du quartier, puis tu regardes les murs, tu te dis, ça avait l'air bien construit pareil, là. Tu penses qu'il aurait pu le rénover. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'ils démolissent en partie le Red Light District. Je ne connais pas l'histoire du cégep du Vieux, là, mais pourquoi ça a été construit par la suite. Mais donc, ils construisent les habitations Jeanne-Mance, qui est le seul gros complexe de HLM à Montréal. Puis moi, je me souviens parce que quand j'étais à l'Institut économique de Montréal, je pense que c'était en 2002, il y avait un gros problème de vendeurs de crack, évidemment, là, dans les habitations Jeanne-Mance. Puis il y a eu un paquet de descentes à un moment donné. Mais, mais tout ça pour dire que ça a été le seul gros complexe de HLM à Montréal. Puis moi, ce qu'on m'avait dit quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions urbaines des années 90, c'est que Drapeau s'est toujours opposé au HLM. Donc ça a été construit... donc, Drapeau est élu de 54 à 57. L'Union nationale de Dauzois est rendu ministre des Finances en 56, je crois, à Québec. C'est Dauzois, vraiment, pour ce que j'en comprends, je ne prétends pas être un expert, là. Dauzois veut se débarrasser de Drapeau. Duplessis, ça a l'air qu'il a peur que Drapeau devienne un rival. Fait que l'Union nationale fait battre Drapeau. Et l'argument qui est utilisé par Dauzois, c'est le genre de... Moi, en tout cas, ce que j'en perçois, c'est le genre de chambre de commerce typique. Ils disent, ben écoutez, le fédéral va financer 90% du projet. Si on dit non, ils vont dépenser leur argent dans d'autres juridictions. Fait que le projet qui a pas d'allure, je n'ai jamais entendu cet argument. J'avais jamais entendu cet argument-là. Je vous dis ça comme ça, là. Moi, ce que c'est l'impression que j'en ai, c'est ma lecture des événements historiques. Puis c'est pour ça que j'aurais aimé ça que Vincent soit là, parce que c'est vraiment l'impression que j'en ai. Si on ne met pas la main sur l'argent du fédéral, ben, c'est des choses que les entreprises n'auront pas. Puis, plus ça change, plus c'est pareil, la politique. Hein? Fait que c'est ça. Incroyable. Fait que la morale de cette histoire, ce qu'on va appeler par la suite le plan Bulldozer. Oh, beau jeu de mots. Voilà. Il va se démolir beaucoup de choses à Montréal, puis il ne s'en construira pas beaucoup. Fait qu'entre 57 et 74, vous allez avoir à peu près 28 000 logements là, détruits à Montréal. Celui que vos auditeurs vont peut-être connaître le plus, c'est ce qu'on appelait le Faubourg Ramlas. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. C'est le quartier de Radio-Canada aujourd'hui, la Cité des Arts. Okay. Fait que c'est un quartier, pour ce que j'en vois encore là, j'ai vu des images de des vieux films d'archives maintenant que tu peux voir sur le web. Pour moi, ça n'avait pas l'air pire que le plateau Mont-Royal ou que Saint-Henri. Mais ce que je crois qu'on prend... Ah oui, puis ce que j'ai oublié de dire, c'est ça, c'est que Drapeau ne voulait pas des habitations Jeanne-Mance dans le Red Light District, il voulait que Radio-Canada soit là. Parce qu'à l'époque, Jean Radio-Canada est dispersé dans une quinzaine d'immeubles à Montréal. Fait qu'ils se disent, ben, ça serait bien les avoir dans un immeuble. Fait que ce que Drapeau veut, c'est mettre Radio-Canada où sont où est le Cégep du Vieux, puis les habitations Jeanne-Mance aujourd'hui. Mais éventuellement, ils vont détruire le Faubourg Ramlas. Puis ça s'appelait le Faubourg Ramlas, ben, Tom Olson qui est là, puis ça a l'air que tu avais une autre entreprise qui avait deux gros réservoirs. C'est pas Five Rose qui était dans ce coin-là? Non, c'est pas ça. Five Rose, c'est peut-être plus Saint-Henri. Je ne veux pas dire de niaiserie. Non, Red Bat à Saint-Henri. Mais... En tout cas, moi, écoute, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce quartier-là a été ciblé par la suite. Et l'explication qui me semble la plus plausible, c'est que ça allait être à côté d'Expo 67. Puis je pense que les élus municipaux ne voulaient pas avoir honte de Montréal. C'était une zone de taudis à côté du Pont-Jacques-Cartier. Quand les gens vont à Expo 67. Bon, il y a peut-être des gens qui connaissent le quartier mieux que moi, mais tout ça pour dire que Radcan, ça a été construit, c'est un autre quartier qui a été détruit. Donc, on a détruit beaucoup de logements, on n'en a pas vraiment construit, puis les gens se faisaient pousser du quartier. Puis d'ailleurs, en faisant ma recherche, je me suis rendu compte qu'il y a une controverse autour de la tour de Radcan il y a quelques années. Je n'ai pas trop compris. Ils voulaient en sortir ou construire en Oui, ben c'est qu'il y a un nouveau... c'est ça, ils ont un nouveau QG, là, Radcan. Puis qui est juste à côté, je pense, si je ne me trompe pas. Moi, écoute, je ne sais pas pour vous, ça fait peut-être 15 ans que je n'ai pas été là, mais je ne suis jamais sorti du sous-sol. Il me semble que toute l'action était dans le sous-sol. Je n'ai jamais trop su ce qu'ils faisaient en haut, là, en tout cas. J'ai jamais... Ouais. Non, c'est ça. Donc, prochaine image. Donc, je me suis dit, écoute, c'est votre auditoire, vous connaissez ça mieux que moi, fait que Québec. Fait que Saint-Roch, avant et après. Et puis, tu serais surpris, les gens de Québec puis Lévis, maintenant, sur le podcast, Pierre, on est rendu minoritaire. C'est vraiment Montréal, le gros auditoire de Yann et Frank. Bon, ben écoute, j'ai quand même fait un effort pour Québec. Oh, oui, c'est vrai que ça nous permet de voir les différences entre les villes, s'il y en a.
Oui, c'est ça. Fait que ça a l'air que Saint-Roch, mais Saint-Jean-Baptiste, pas juste à la limite de Saint-Roch, pour ce que je comprends. 4 000 logements démolis, plus de 11 000 personnes expulsées pour faire place justement au complexe G, l'autoroute du Frein-Montmorency, le Holiday Inn, le Québec-Hilton. Donc, on démolit des logements, mais on n'en construit pas tellement. Fait que, tu vois, aujourd'hui, les élus municipaux sont très bons pour interdire la construction de logements. À l'époque, ils étaient très bons pour les démolir. Oui, ils détruisaient en plus. C'est vraiment, vraiment pratique. Là. Voilà. Image suivante. Bon, c'est ça, justement, Saint-Roch, c'est une caricature des années 70. On détruit un quartier qui a encore de l'allure pour justement construire des immeubles modernistes, là, des grosses tours de béton, comme le Maple Woods que je vous montrais au début. Ben, c'est quand les gens qui sont, qui sont venus à Québec, puis vous allez sur la Grande Allée, René Lévesque, puis même le chemin Sainte-Foy jusqu'à une certaine limite, il reste certaines maisons qui n'ont jamais été démolies. Tu sais, des fois, tu arrives dans une séquence, il y a 4-5 maisons. Tu vois, c'est des maisons qui datent probablement de 1800, là, fin 1800, début 1900. Donc, tu vois que tout ce qui est autour, c'est des maisons puis des bâtiments qui ont été rasés pour construire des théâtres, des tours, toutes sortes de bâtiments comme ça, pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Un endroit qui est particulièrement frappant pour ça, c'est quand tu es sur le chemin Sainte-Foy, puis tu arrives au coin, je pense, c'est en fait, à ta droite, je ne replace pas le nom de la rue, là, mais à ta droite, t'as un endroit où tu as un salon de barbier, puis tout ça. Puis juste avant d'arriver c'est là où il y a le cactus, là, Yann, puis comment ça s'appelle? C'est Miran, ça? Oui, la rue Miran, exact. Mais juste avant d'arriver au coin là, où tu as un Provigo, je pense, puis tu as des petits restaurants, tu as une maison ancestrale qui a l'air de dater genre de 1700, je sais pas quoi. Ben, tu vois bien qu'avant, tout ce quartier-là, ça devait être des maisons de même, là, qui ont été démolies probablement par les administrations municipales au fil du temps pour faire des bâtiments commerciaux, pour faire des blocs appartements plus tard. Mais c'est des quartiers patrimoniaux, finalement, qui ont été probablement entièrement démolis par le passé. Mm-hmm. Puis l'image suivante, c'est juste pour vous provoquer. Là. Je ne sais pas si vous voyez ça souvent dans votre débat sur le troisième lien. La ville de Québec en 1990, selon les experts de 1968, la ville de Québec de 1990 aurait dû ressembler à ça. Donc, vous voyez toutes les tours modernistes en bas, mais c'est le troisième lien. Je ne sais pas si c'est le genre d'image qui vous sort souvent quand vous parlez du troisième lien à Québec, mais j'en ai même une, je ne l'ai pas mis. Ça partait de Lévis, puis ça rentrait dans le Vieux-Québec, autrement. Oui, ça, c'était un plan qui a été soumis en 1968, là, puis ça devait être complété en 1990. Oh man, j'ai mal au cœur. Fait que j'en ai aussi, j'en ai une autre aussi, mais je ne l'ai pas mis, où c'était un tunnel entre Lévis et Québec, là. Oui, bien, le tunnel qui a des traces lui-même quand tu passes sur l'autoroute du Frein, qui t'arrive ou la côte d'Abraham, mais tu vois les embouchures du tunnel en dessous qui devaient passer là. Puis ça avait été creusé en partie, ça. Ouais. Mais c'est incroyable. Non, c'est ça. Les gens, on ne réalise pas. C'est pour ça que c'est important de rappeler ces affaires-là, parce qu'on ne réalise pas à quel point on tourne en rond depuis des décennies et des décennies avec finalement les mêmes affaires. Mais puis là, c'est la portion où j'essaie d'avoir un peu de valeur ajoutée, parce que je me dis que les gens d'un certain âge au Québec ont peut-être vécu ça. Mais quoi que je présume votre démo, vous, c'est quoi? C'est les gens en trentaine, quarantaine, là, donc c'est peut-être... Ouais, c'est 30-45 à peu près le gros groupe. Là. Ouais, puis le deuxième, c'est le 45-54. C'est ça. T'es presque dedans, Pierre. Mais ce que je voulais vous dire maintenant, puis on va aller un peu aux États-Unis, parce que bon, peu importe, on peut dire du mal de ce qui s'est fait à Montréal puis à Québec, mais c'est rien comparé à ce qui s'est fait dans les villes américaines. Puis quand on parle de HLM au début, Vincent voulait que je parle justement comment les projets d'HLM ont détruit les villes américaines. Ils ont été un petit peu communistes aux États-Unis? Ben, tu vois, le domaine où le libre marché a toujours été mieux respecté au Canada qu'aux États-Unis, paradoxalement, c'est l'aménagement urbain. C'est ce que Vincent nous disait, hein? Puis je pense que tu en as déjà parlé aussi. Jusqu'à 2005-2006, Montréal est surprenamment une ville très abordable parce que c'est relativement facile de construire à Montréal jusqu'en 2005-2006 environ. Oui, puis même si à Montréal, il s'est démoli beaucoup, c'est rien comparé à des villes américaines. Donc, quand tu parles, le plan bulldozer à Montréal, c'est rien comparé à ce qui s'est fait dans bien des villes américaines. Puis,
OK, je ne voulais pas entrer dans les... Laissez-moi d'abord vous montrer ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Mais juste un commentaire là-dessus. Je pense que la folie qu'il y a eu au Québec, il n'y en a pas eu tant que ça, là, mais comme il y a eu à Saint-Roch, puis comme il y a eu à certaines places au Lac-Saint-Jean et autres, de faire des toits par-dessus des maisons, d'expulser tout le monde et de dire que c'est un centre d'achat, je pense que c'est un truc américain, ça. Ça a commencé aux États-Unis, puis d'ailleurs, c'est pour ça que Montréal, notamment, a été épargné en partie, parce que Toronto aussi, puis Vancouver, parce que ces programmes de bulldozage-là ont commencé aux États-Unis avant de commencer au Canada. Le fédéral s'en est mêlé un peu par la suite. Tu as eu Jeanne Mance à Montréal. Honnêtement, je ne connais pas les complexes de HLM à Québec. Là. Je ne sais pas s'il y en a un gros, donc je n'ai jamais entendu parler. Mais ce qui va arriver, c'est que justement, les élus municipaux, puis drapeaux, en particulier à Montréal, bon, autocrate, autoritaire, il a fait toutes sortes de mauvaises choses. Mais c'était construire des gros HLM à Montréal, c'était over my dead body. Puis l'exemple qu'il utilisait toujours, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Puis c'est ce que je veux vous raconter un peu. Donc, en ayant commencé avant nous autres, ils ont pu montrer que ça ne marchait pas très bien. Ça ne marchait pas. Fait qu'au Canada, tu as eu beaucoup moins d'argent. Le fédéral, oui, a mis de l'argent, mais moins que le gouvernement fédéral aux États-Unis. Puis les programmes ici ont été arrêtés avant que... Parce que bon, la roue était lancée aux États-Unis. Puis en tout cas, tout ça pour dire que je me souviens que dans les années 90, tu écoutais les savants analystes à Radio-Canada qui vous disaient « Ah, l'automobile a détruit les villes américaines, regardez Détroit. » En tout cas, quand tu connais un peu l'histoire, et c'est ce que je veux vous raconter ici, là, il y a eu beaucoup d'autres choses. Il s'est démoli vraiment beaucoup dans certains quartiers aux États-Unis. Puis, si des fois vous entendez l'expression, puis vous pouvez trouver ça drôle, là, les autoroutes sont racistes, là, je vais vous expliquer d'où ça vient, cette histoire-là. Fait que Détroit puis Kansas City, là, deux villes aujourd'hui où tu ne veux pas te promener vers toi-même, puis tu ne veux sûrement pas sortir de ton auto. Les années là, que tu dis qu'on finance beaucoup là, au fédéral pour le logement social, c'est Louis Saint-Laurent. 50, 60 fois. Oui, c'est ça, parce que Louis Saint-Laurent est premier ministre du Canada jusqu'en 57. Après ça, on tombe avec John Diefenbaker, qui est un conservateur de 57 à 63. Ouais. Et Lester B. Pearson de 63 à 68. Fait que c'est pas mal dans ces trois-là que ça s'est fait, probablement. Ça s'est fait, mais en même temps, tu vois, quand la bureaucratie est lancée, puis tout ça, c'est comme qu'est-ce que Poilievre va vouloir couper, puis c'est déjà... Puis tu sais, même si des gens comme Dozois, puis l'Union nationale à Montréal veulent avoir l'argent du fédéral, tu fais quoi? Ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est ce que vous avez ici, c'est le complexe d'habitation le plus... c'est beau. Je dirais infamous aux États-Unis, c'est Pruitt-Eagle, le Wendell Pruitt. C'est Saint-Louis. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un quartier, vous pouvez avoir une idée, j'aime bien cet exemple-là, parce que vous voyez de quoi la ville avait l'air. Fait qu'à un moment donné, ils démolissent un quartier au complet, puis ils construisent les grosses tours modernistes que vous voyez là. Donc, c'est inauguré en 1954. Les gens disent « Ah, regardez ça, c'est merveilleux. Maintenant, les pauvres ont de l'air, de la lumière, du gazon. Ils sont tellement heureux. » Mais évidemment, ils perdent le contrôle tout de suite. Les gangs s'installent, puis les toits coulent, c'est géré tout croche. Fait qu'à un moment donné, ils n'essayent même plus de sauver le projet. Ils le démolissent, ils commencent à le démolir en 72. Et aux États-Unis, ce que tu vois, la fin de l'architecture brutale des gros HLM, c'est vraiment Pruitt-Eagle en 1972, parce que les autorités municipales disent qu'il n'y a plus rien à faire, on a perdu le contrôle. Je ne sais pas si à l'époque, ils disaient on pourrait envoyer l'armée puis il n'y aurait rien à faire. Là. Fait, en tout cas, ils ont fait sauter Pruitt-Eagle. Fait que voilà, c'est vraiment la fin des grands projets d'HLM. Si on ne réussit pas à sauver ça, il n'y a rien à faire. L'image suivante. Un autre qui est presque aussi célèbre, c'est Cabrini Green à Chicago. Vous voyez le centre-ville en arrière. Et ça détonne. Oui. Fait qu'ils ont démoli le quartier, construisent les grandes tours. Mais ce qui est intéressant, ça peut avoir l'air d'avoir une plus grande densité, mais il y a quelque chose dans notre domaine qu'on appelle le floor area ratio. Et ce que tu te rends compte, c'est que même si les gens servaient ça comme un point de vente à l'époque, tu n'as pas plus de gens qui vivent sur le même territoire en ayant ces grandes tours-là parce que tu as tous les espaces verts autour puis les terrains de stationnement. Fait que la densité n'est pas plus élevée que ce que tu vas avoir dans un quartier plus traditionnel où tu aurais moins d'espace de stationnement, moins d'espace vert. Mais encore une fois, qu'est-ce qui arrive? Je vais entrer dans les détails plus tard, mais tout ça pour dire qu'ils ont perdu le contrôle aussi. Fait que ils commencent à construire en 42, mais c'est vraiment dans les années 50, début 60 que le projet est complété. Je comprends-tu qu'aussitôt qu'ils font un projet de ce type-là, assez rapidement, tu vois la criminalité monter? Oui, et on va venir pourquoi, là, exactement. Sauf que ce qui est arrivé ensuite avec Cabrini, si tu peux juste en revenir une fois, vu que c'est derrière le centre-ville, ils l'ont démoli. Puis là, justement, aujourd'hui, ils disent « Ouais, mais au moins à l'époque, tu avais des pauvres. Aujourd'hui, c'est tout gentrifié. » Parce qu'évidemment, les gens voulaient vivre près du centre-ville de Chicago. Fait qu'aujourd'hui, c'est
c'est un quartier qui est plus recherché. Fait que, en tout cas, ça, c'est vraiment un point négatif qu'il y ait moins de pauvres dans un quartier. Là. Exactement. Puis que tu n'as pas peur de sortir le soir. Mais bon, mon expérience personnelle, Baltimore, où j'ai une certaine expertise. Je présume que ceci étant dit, je n'ai pas été à Baltimore depuis 2001, donc c'est plus l'histoire ancienne ici. Donc, je me suis retrouvé... la série de Wired, quelle bonne série. Oui, bien justement. Sauf que je vais vous dire ma connexion avec The Wire par la suite. Fait que moi, en tout cas, tout ça pour dire que je veux Histoire personnelle, genre entre la fin des années 90 puis jusqu'en 2001, j'ai passé le plus clair de mon temps dans la grande région de Washington, en Virginie ou Maryland. Puis à un moment donné, bon, j'ai une blonde à l'Université du Maryland, fait que je me cherchais un endroit où aller dans la région. Fait que je me retrouve à l'Université Johns Hopkins, qui est à Baltimore, mais peut-être à 50 minutes de Washington, puis à 35 minutes de ma blonde de l'époque. Là, puis en tout cas, ça n'a pas marché. Bon. Donc, histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me retrouve dans un programme à Johns Hopkins qui a été créé à la fin des années 60, début des années 70. Puis ce qu'ils voulaient faire à l'époque, c'est l'Institute for Policy Studies. Ils voulaient créer des liens avec l'Union soviétique. Fait qu'ils se sont dit, en dehors des domaines scientifiques, qu'est-ce qui est identique entre les États-Unis et l'Union soviétique? L'urbanisme. L'urbanisme. Fait qu'ils ont développé un programme d'études urbaines pour justement établir des liens avec l'Union soviétique, parce que l'urbanisme en Union soviétique aux États-Unis dans les années 60, c'est pas mal la même chose. Fait que Baltimore, à l'époque, pourquoi c'est connu? Bon, Baltimore, pour ceux qui ne connaissent pas, là, il y a une carte en arrière, c'est juste un peu à l'est de Washington. On s'entend-tu que oui. Le rêve ultime d'un urbaniste, c'est qui joue à SimCity, c'est faire de la planification centrale. C'est pas pour rien que le lien entre le communisme et l'urbanisme est aussi puissant. Tout est une question de planification centrale dans les deux cas, honnêtement. Le pouvoir, tu bouges les gens comme des pions, sauf que tu comprends pas que les pions pensent par eux-mêmes. Là. Fait que, Adam Smith avait son expression The Man of System. Puis c'est ça, je pense que l'image qu'il utilise justement, c'est que tu as des grands cerveaux. Je pense qu'au Québec, c'est-tu Barrette, là, que je l'ai écouté une couple de fois en entrevue. Tu réalises que Olivier Niquette est urbaniste, puis tu parles d'un grand cerveau. Là, okay. Mais l'idée, c'est que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que les pièces sur ton jeu d'échecs se déplacent par elles-mêmes. Fait en tout cas, tout ça pour dire pourquoi c'est connu Baltimore à l'époque, quand j'arrive là, dans les années 90. C'est la première ville qui a institutionnalisé le zonage raciste aux États-Unis au début du 20e siècle, je vais vous en parler. Puis il y a avant The Wire, parce que The Wire, c'est 2004, c'est connu pour deux séries télévisées. Il y en a une, c'est Homicide, Life on the Street, qui est écrite par le créateur du Wire, puis un ancien sergent de la police à Baltimore. Puis je n'ai jamais écouté la série, mais ça a l'air que contrairement à d'autres, c'est pas toujours les bonnes personnes qui gagnent. Puis c'est un peu différent. Puis il y avait une autre série qui était très populaire à l'époque qui s'appelait Hopkins 24/7. Donc, pendant le 20e siècle, tu as deux écoles de médecine aux États-Unis qui sont vraiment de premier niveau, là, puis il n'y en a pas d'autres qui sont pas. Johns Hopkins puis Harvard. Mais Hopkins a une spécialité dans laquelle ils sont nettement meilleurs que Harvard, puis c'est la médecine de guerre. Pourquoi? Parce que tu as tellement de guerres de gang à Baltimore, tu as tellement de blessures par balle, que leurs chirurgiens ont développé une expertise pour les blessures par balle que tu n'as pas à Harvard. Aïe, aïe. Puis, évidemment, ensuite, qu'est-ce qui va faire connaître Baltimore? C'est The Wire, je ne sais pas. Donc, OK, donc toi, tu connais ça. Peut-être que vos auditeurs les plus jeunes ne connaissent pas The Wire. Mais donc, c'est le même créateur qu'Homicide, sauf que c'est comme ça illustre la corruption dans le service de police, la gang, les médias, puis la politique et tout. Oui, mais ce qui est intéressant avec The Wire, c'est que leurs principaux acteurs sont britanniques. Idris Elba est un leader, est un chef de gang, en tout cas, disons, un criminel américain, puis le principal sergent dans la première année, Dominic West, est aussi un acteur anglais. Fait que, en tout cas, c'est l'image suivante. Donc ça, c'est moi, j'arrive à Baltimore. Puis à l'époque, je ne m'intéresse pas vraiment au HLM. Mais quand tu vis là, puis tu vois ce qui est arrivé à la ville, je n'ai pas pu m'empêcher, même si ce n'était pas la chose qui m'intéresse. Tu sais, moi, j'allais là pour étudier le transfert de technologie entre universités puis entreprises privées. Mais tu sais, tu vis dans un quartier où tu n'es jamais à plus que genre 3 blocs d'une zone dangereuse. Puis comme je vous le disais la dernière fois,
le Taco Bell dans mon quartier, entre le gars qui te sert ta bouffe, puis toi, tu as une ville par balle, plexiglas, genre de 2 pouces d'épais. Puis tu regardes les immeubles, tu te dis... C'est un incitatif à apprendre à cuisiner, ça, quand même. Exactement. Mais tu regardes les immeubles, tu te dis c'est beau parce que une partie du centre-ville de Baltimore et Montréal ont beaucoup de similarités, puis c'est comme Québec, tu as eu beaucoup d'immeubles genre Napoléon III, genre l'Hôtel du Parlement à Québec, l'Hôtel de Ville à Montréal, une partie du centre-ville de Baltimore. Beaucoup ont été construits dans les années 1860-1870. Mais tu te promènes, puis j'ai pas pu m'empêcher à l'époque. Je me dis, bâtard, comment c'est arrivé? Je veux dire, c'est moi, là, je m'épivarde toujours dans les sujets, c'est quand je devrais pas. Fait que qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris de Baltimore? Que paradoxalement, avant que les urbanistes arrivent, tu n'en avais pas de ghetto racialisé à Baltimore. C'était un peu, je ne sais pas si Vincent vous l'a déjà compté, mais vous avez peut-être la notion aujourd'hui qu'à une certaine époque, dans le sud des États-Unis, dans les autobus, tu avais les blancs en avant, les noirs en arrière. Ce qui est moins pas du zonage très inclusif à l'époque, mettons. Voilà. Non, mais sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les entreprises privées, même dans le Sud, ne voulaient pas faire de ségrégation dans l'autobus. Ils nous disaient, c'est trop de troubles, on ne veut pas ce problème-là. Il a fallu que les politiciens s'en mêlent puis les forcent à faire ça. Ah, ouais. Tu es en train de nous dire que la ségrégation des Blancs et des Noirs dans le Sud des États-Unis... L'entreprise privée ne voulait pas le faire parce que c'était une mauvaise business. Les méchants capitalistes trouvaient ça complètement débile. Ouais. Puis c'était les bons représentants du gouvernement qui disaient « Hey, tu vas me séparer, lui puis lui. » Exactement. Puis, Baltimore, c'est la même chose. Avant que les urbanistes arrivent ou avant que tu aies des législations de la ville, tu n'en avais pas de ségrégation. Je ne dis pas que les relations étaient faciles entre les Noirs et les Blancs. Non, c'est sûr que c'était tough. Hein. Mais tu n'as pas de ghetto comme tu vas en avoir par la suite. Fait que ce qui t'arrive, c'est que la ville décide... Baltimore, c'est la première ville aux États-Unis où la ville va adopter un règlement de zonage pour séparer les Blancs et les Noirs. Oh. Ça se retrouve devant la Cour suprême en 1917, c'est battu, mais ça a l'air qu'à l'époque, tu as eu toutes sortes d'intérêts d'autres villes puis tout ça. Fait que ce qu'ils vont faire finalement, c'est tu vas avoir des associations qui vont dire dans le Nord, ça a été on veut pas d'Irlandais puis on veut pas de chiens, mais à Baltimore, je veux pas vous faire couper votre YouTube, là, fait que je vais me retenir d'utiliser certains mots, mais il commence à avoir des séparations importantes dans les quartiers. Fait que si tu veux aller à l'image suivante. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive une fois que la ségrégation commence à s'établir aux États-Unis? Bien là, tu commences à avoir des quartiers où tu as des différences marquées entre les races de l'époque. Fait que la zone en noir et la zone... Rapidement, dans les écritures, je vois que les Africains-Américains étaient 20% de la population, mais on les confinait à 2% de l'espace citadin. Oui, puis même, ça a été... je ne sais pas, je devrais vous le dire, mais je vous ai mis où j'habitais un peu plus loin, là, puis le lien avec The Wire. Mais tu as même certains quartiers, justement... je vais vous le dire plus tard. OK, l'image suivante. Bon, alors, mais qu'est-ce que les bons fonctionnaires de l'État font? Alors, la personne que vous avez ici, c'est Homer Hoyt. En dehors de mon domaine, personne ne le connaît. C'est un économiste diplômé de l'Université de Chicago, mais il n'est pas de l'École de Chicago. C'est pas un ami Hamilton. C'est pas un ami Hamilton. Mais lui, ce qu'il va faire, justement, ça va être, pendant le New Deal aux États-Unis, le fédéral se met à envoyer de l'argent aux villes. Et lui, il va développer une espèce de modèle où dépenser l'argent, mais il va surtout développer une notion où tu ne dois pas dépenser l'argent. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression redlining, mais ils disent qu'il y a des quartiers où on décourage les banques d'investir, de faire des prêts hypothécaires, puis tout ça. Donc, Baltimore, vous voyez les zones rouges sur la carte à droite, c'est des zones qui vont être éventuellement condamnées au redéveloppement urbain, puis les banques ne veulent pas faire de prêts, fait que le quartier tend à se détériorer, mais évidemment, qui vit là, si vous vous souvenez de l'image précédente. Mais ce qui est intéressant, c'est que Hoyt est aussi un eugéniste, et puis il se base sur son expérience à Chicago pour dire, bon, un critère pour donner des subventions, que ce soit des programmes du New Deal ou des hypothèques, ça devrait être la race des gens. Mais la race, à l'époque, c'est pas juste blanc puis noir. Là. Ils disent donc les races qui sont le plus susceptibles d'être payées puis de vivre dans les meilleurs quartiers, c'est les Anglais, les Allemands, les Écossais, les Irlandais puis les Scandinaves. Moi, que les Irlandais soient là-dedans, ça me surprend beaucoup, les années 30. En tout cas. C'était pas des ivrognes, eux autres? C'est ça.
Deuxièmement, la race, les Italiens du Nord. Fait que je ne sais pas d'où la famille de Vincent vient. Tu vois, j'essaie de l'amener là-dedans aussi. Puis Frank, je me trompe-tu que tu n'as pas des Italiens dans ta famille? Oui, du côté de ma mère. Ouais. Sais-tu d'où ils viennent, en Italie, du Nord ou du Sud? Je pense que c'est du Sud, mais je ne suis pas sûr. Bon, ben, regarde le numéro 8, là. La race numéro 8, les Italiens du Sud. Okay. Les Italiens du Nord, c'est Milan, Turin, Gênes, la portion un peu plus germanisée, où tu as eu plus d'invasion germanique dans le passé, puis la portion industrialisée de l'Italie, puis les Italiens du Sud. OK, hey, moi, je suis même en dessous des Juifs russes. Là. Ben oui, c'est ça. Écoute, puis... Je suis pas loin de ouais, c'est ça. On va me réduire à l'esclavage dans pas longtemps. Exactement. Fait que les autres, c'est ça. Bon, les Tchèques, les Polonais, les Lituaniens, les Grecs. Et puis en bas, vous voyez que les Mexicains sont les pires à l'époque. Tu ne prêtes pas un Mexicain. Là, ça, on va être là. En tout cas. Fait que tout ça pour dire que c'est à cause de lui, on va faire du zonage. C'est une bonne personne, Hoyt, moi, je trouve. Ah, voilà, c'est ça. Non, OK, la clip, là, pour ceux qui écoutent ça, là, la clip hors contexte. Hey, by the way, fallait que je te le dise, je lis par temps perdu ton livre qui parle beaucoup d'eugénisme dedans, puis Christy, que tu as fait un job de recherche incroyable dans ce livre-là, Pierre. Ben, tu vois, ce qui est drôle maintenant, c'est que les jeunes gauchistes commencent à redécouvrir ça aujourd'hui. Ça fait des années qu'ils se cherchent des blancs suprémacistes. Puis maintenant, ils commencent à découvrir, mon Dieu, que les environnementalistes, il y a un siècle, c'était les pires racistes. Oui, justement. En tout cas, c'est ça. On en revient à toi, tort. Voilà. Donc, juste pour ceux qui ne comprennent pas, puis bon, pour les gens qui ne voient pas, Baltimore, c'est un port. C'est comme une espèce de fer à cheval autour d'une baie pas loin de Washington. Alors, la ville, historiquement, s'est développée autour du fer à cheval, si tu veux. Les quartiers noirs vont se retrouver autour de la ville. Et là, ils vont commencer à planter des HLM. Tu as des HLM pour les Blancs, tu as des HLM pour les Noirs, mais ils commencent à remplir le fer à cheval. Donc, tu vois ici en 1954. Donc, les points sur la carte ici, ce sont les HLM. C'est capoté, pareil, de faire de la planification urbaine de même. Là. Les Negro Project, White Project, c'est incroyable. Si tu veux, ça fait pas si longtemps que ça. Là. Non, ça fait pas si longtemps que ça. C'est ça qui est fou, là. Je vous disais que c'est la plus nordique des villes sudistes. Là. Même si à l'époque, le Maryland ne fait pas partie du Sud pendant la guerre de sécession, parce qu'ils sont trop près de Washington et de la Pennsylvanie. Là, ils seraient fait envahir tout de suite, mais s'ils avaient voulu joindre le Sud, mais en tout cas. Oui, il y a très probablement des gens qui nous écoutent, ils étaient nés à cette époque-là. Là. Ouais. Je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ouais, 54. L'image suivante. 1960. Fait qu'ils en construisent encore plus autour du centre-ville. Mais qu'est-ce qui se passe à l'époque? Les Blancs commencent à quitter ces quartiers-là. Fait que tu construis les gros HLM, les quartiers commencent à avoir des problèmes, les Blancs commencent à quitter, puis les quartiers deviennent de plus en plus racialisés, puis le nombre de HLM augmente. Puis encore historiquement, vu que tu ne voulais pas vraiment que... Enfin, les Noirs, si tu le dis maintenant, si vous n'avez pas peur d'être démonétisés, pour pas qu'ils sortent trop de leur quartier, on passe d'un modèle qui est un peu Regent Park, dont je vous parlais au début, des plus petits HLM. On en construit de plus en plus gros, justement, pour dire que si on ne peut pas les faire sortir de leur quartier, au moins, on va leur donner plus de logements. Fait qu'on construit des gros projets comme à Cabrini, puis à Pro-Etigo. Fait que si tu vas aller à l'image suivante... Fait que là, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Montréal, à Québec? Qu'est-ce qui se passe à Baltimore? Donc, en 1950 et 1964, 25 000 citoyens de Baltimore sont déplacés par l'Urban Renewal. 90% de ceux-là sont des Noirs. Et les personnes responsables vous disent, au moins, ils vont avoir des meilleurs logements que ce qu'il y avait dans leur taudis. Mais finalement, tu as moins de logements qu'avant, puis c'est pas vraiment mieux. Là. Fait que, si tu veux passer à l'image suivante. Donc, les autoroutes racistes, tout ça, d'où ça vient. Donc, James Baldwin, si vous ne le connaissez pas, c'est un écrivain noir très connu au début des années 60. C'est un marxiste, mais c'est vraiment... Ça se peut même qu'il ait gagné un prix Nobel. Là. Je me sens un peu fou, j'aurais dû vérifier ça. Mais dans mon domaine, on se souvient de lui pour la phrase qui est à gauche. Là. Je ne sais pas si je la lis en ondes. Là, je pense que YouTube... les gens peuvent se l'imaginer. Voilà, exactement. Fait que c'est ça. Fait que l'image suivante... Donc, on arrive à The Wire. Alors, aujourd'hui, ce que vous avez à droite, c'est la distance entre où j'ai vécu à ma deuxième année à Baltimore, puis le complexe de HLM où le Wire se passe dans la première année. Donc, dans la série, ils appellent ça The Pit, mais c'est McCullough Homes. Puis c'est 10 minutes en voiture, 2000 de mon logement, et c'est pas 10 minutes d'autoroute, là. C'est des lumières rouges, c'est des arrêts-stop. Puis donc moi, j'habitais ma deuxième année
à 10 minutes du pit. Et puis, je vous ai dit une fois, déjà, ma conjointe de l'époque, quand je vous disais que je ne laissais pas sortir par elle-même après 7 heures le soir, j'étais quand même dans un bon quartier, selon Baltimore, mais tu n'es jamais loin vraiment d'une zone qui a des problèmes. Puis ce qui est intéressant, c'est que si c'est arrivé après que j'aie préparé mes petites cartes, si tu continues 10 minutes au nord d'où j'habitais, il y a l'école Gilman qui a fait les manchettes au cours des dernières semaines. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Luigi Mangione qui a tué. Oui, OK, c'est bon. Donc, son école secondaire à 40 000 $ par année, c'était à 10 minutes d'où j'habitais. Ça fait prendre ligne droite, tu tournes un peu à gauche, là, puis ça veut dire que tu es à 20 minutes du The Pit dans The Wire. Fait que, c'est ça, Baltimore. Pour moi, ça faisait vraiment tiers-monde, là. Les différences entre les quartiers. Puis, je me suis juste fait défoncer mon auto une fois en 2 ans. Je me comptais chanceux. C'est pas si pire. Exactement. Fait que, c'est ça. Fait que l'image suivante. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné à Baltimore? Ils ont démoli toutes les grosses tours, du genre Cabrini, puis Protego, mais la ville s'en est jamais remise. Fait que ça, c'est un truc que j'ai trouvé en ligne il y a quelques semaines, là, publié en 2020. Donc, 25 ans après que les pires projets aient été démolis à Baltimore, la ville s'en est jamais remise. Fait qu'avant ça, tu avais des quartiers pauvres un peu, là. Bon, mettons comme le Red Light à Montréal ou Saint-Roch à Québec ou le Faubourg à Masse. Mais c'était pas, tu ne te sentais pas en danger nécessairement, mais aujourd'hui, c'est ce que c'est. Bon, ici, c'est plus une histoire personnelle. Là. Jacob, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais la principale réaction, enfin, le tract le plus connu contre ce qui se passe à l'époque, c'est un bouquin qui s'appelle The Death and Life of Great American City, Jane Jacobs. Ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle s'est relocalisée à Toronto par la suite et c'est devenu une amie personnelle. Là. Puis, en tout cas, donc, le bouquin est publié en 1961. Si tu veux aller à l'image suivante. The city planners are ravaging our cities. Oui, si tu peux revenir, c'est comme ça qu'ils marketent le livre en 1961. Justement, les gens commencent à réagir. Ils se disent, coudonc, plus ils démolissent leur quartier pour construire des HLM, ils disent qu'ils font ça pour améliorer le monde, mais les choses empirent, les choses empirent. Si tu peux aller à l'image suivante. Bon, je vais vous lire la version officielle de la traduction française. Puis si c'est trop ennuyant, puis je sais que je n'ai pas une voix agréable, là, vous m'arrêterez, mais je veux juste... Donc, la traduction connue en anglais commence. There is a wistful myth. Bon, la version française. D'après une vague croyance en vigueur, si seulement nous pouvions disposer de suffisamment d'argent, le chiffre généralement avancé de 100 milliards de dollars, nous pourrions en 10 ans liquider tous nos taudis, mettre fin à la dégradation des immenses zones mortes et grises que forment les banlieues d'hier et d'avant-hier, fixer sur place une fois pour toutes l'errante classe moyenne et les ressources fiscales non moins errantes qu'elles représentent, et même résoudre le problème de la circulation. Si tu vas à l'image suivante, là, c'est ce que c'est. C'est fantastique. La planification centrale, ça règle plein de problèmes. Là. Mais voyons un peu ce que nous avons construit avec les premiers milliards de dollars en question. Des programmes de logements sociaux transformés en foyers de délinquance et de vandalisme, générateurs sur le plan social d'une désespérance sans issue, situation pire que celle qui existait du temps des taudis que ces logements sont supposés avoir remplacés. Des programmes de logement à l'intention de la classe moyenne, véritable merveille de tristesse et d'uniformité, privés à tout jamais de la possibilité d'évoluer vers une véritable vie urbaine. Des programmes de luxe qui atténuent, ou du moins tentent d'atténuer, leur manque de caractère en affichant une fade vulgarité. Des centres culturels où une librairie digne de ce nom ne pourrait pas couvrir ses frais. Des centres administratifs que tout le monde fuit, sauf les clochards. Il est vrai que ces derniers ne peuvent pas se permettre de choisir les endroits où ils traînent. Des centres commerciaux qui sont de pâles imitations des magasins de banlieue à succursales multiples. Des promenades qui mènent de nulle part à nulle part et sont dépourvues de promeneurs. Un peu comme votre projet de tramway là, à Québec pour ça. Ouais, c'est ça. Des voies rapides qui éventent les grandes villes. L'image suivante, s'il te plaît. Bon, ça, je l'ai passé, l'image suivante. Parce que c'est toujours... C'est BD, dans le fond, que tu nous lis. Voilà. On ne peut pas parler de la reconstruction des villes, mais de leur mise à sac. En fait, si l'on va au fond des choses, ces réalisations sont encore moins brillantes que leur piètre apparence ne le laisserait penser. Elles apportent en effet rarement une amélioration au secteur avoisinant, alors que précisément, c'était là l'un des buts recherchés lors de leur mise en chantier. Les secteurs en question, après avoir été amputés, attrapent presque toujours la gangrène. Fait que, bon. Ça, c'est ton ami qui est décédé en 2006. En 2006, voilà. Donc, Madame Jacobs, et puis, elle m'aimait bien, puis c'est en français, je peux bien le dire. Tu vois, la personne à Toronto qui se réclamait le plus d'elle ici, c'était Richard Florida. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Mais je suis un ami avec le fils qui s'occupe de son héritage. Puis il a dit quand même mieux que Florida. Je dis ça de même, il n'y a personne qui le sait. Là. Je viens de la rendre publique pour la première fois. Ah, c'est correct, ça. Si je peux juste, je m'excuse, je veux juste lire un autre petit passage. Oui, vas-y. Il s'excuse 300 fois dans un podcast. Donc, pour que de telles merveilles puissent voir le jour, on bouscule les gens marqués du signe fatal par l'urbaniste. On les exproprie et on les déracine exactement comme s'ils étaient les victimes d'une puissance conquérante. Des milliers de petits commerces sont détruits, leurs propriétaires ruinés après avoir tout juste reçu un dédommagement symbolique. Des communautés entières sont démembrées et se mettent au vent, ce qui provoque chez leurs membres un mélange de cynisme, de colère et de désespoir qu'il faut avoir vu et entendu pour en mesurer la violence. On comprend qu'un groupe de ministres du culte de Chicago, consternés par les résultats d'une opération d'urbanisme dans cette ville, c'est Cabrini en passant, ait posé la question suivante. Est-ce que Job passait à Chicago lorsqu'il s'écriait « Les méchants déplacent les bornes, écartent de leur chemin les indigents, complotent pour imprimer ceux qui sont abandonnés de tous. Ils moissonnent le champ qui ne leur appartient pas, vendangent la vigne injustement enlevée à son propriétaire. Un cri s'élève des rues de la ville où gémissent les blessés étendus sur le sol. » Donc, Jacob dit, si vraiment Job passait à Chicago, il passait également à New York, Philadelphie, Boston, Washington, Saint-Louis, San Francisco, ainsi qu'à beaucoup d'autres endroits. Et la dernière citation que je vais vous dire, donc, des trucs comme le Faubourg Ramlas qui ont été démolis, puis Saint-Roch et d'autres, je pense que ça s'applique aussi. Donc, à New York, dans le quartier de East Harlem, un programme de logement comporte une pelouse rectangulaire particulièrement voyante devenue l'objet de l'aide des locataires. Donc, East Harlem, ils ont des grosses tours brunes. Là. Le style est un peu différent que ce que vous avez vu, mais quand même, la logique est la même. Une assistante sociale fréquemment sur place fut étonnée de constater que le sujet de la pelouse revenait très souvent au cours de ses entretiens avec les locataires, en général de façon gratuite, du moins le pensait-elle. Il se montrait très dédaigneux à l'égard de cette pelouse et très désireux de la voir disparaître. Lorsqu'elle demandait pourquoi, la réponse habituelle était « Est-ce que ça sert à quelque chose? Ou bien qui en a besoin? » Finalement, un jour, une locataire plus explicite que les autres lui fit la déclaration suivante. « Lorsqu'on a construit ces immeubles, personne ne s'est soucié de savoir ce que nous voulions. Ils ont démoli nos maisons, nous ont forcés à rester ici et ont forcé nos amis à s'en aller. Il n'y a pas d'endroit par ici où on peut se prendre une tasse de café ou acheter le journal ou encore emprunter 50 cents. Personne ne s'est soucié de nos besoins, mais les gros bonnets viennent voir ce gazon et disent « N'est-ce pas merveilleux? Dès maintenant, les pauvres ont tout ce qu'il faut. » Cette locataire ne faisait que dire ce que les moralistes répètent depuis des millénaires. La naissance n'a fait pas la noblesse, tout ce qui brille n'est pas l'or. Incroyable. Écoute, je propose qu'on continue terminer il reste une dizaine de pages à peu près. On termine ça derrière le Patreon, les gens qui veulent se joindre à nous, parce que sinon on va déraper, mais c'est pas grave, c'est ça qu'il faut. Et pour les gens, avant que tu aies un Patreon, j'ai des anecdotes personnelles à raconter par la suite. Là, donc, voilà. Parfait, excellent. On va parler de ça et peut-être du grand complot libertarien. Donc, on continue derrière le Patreon. Oui.